Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui pas de tuto mais une séance de questions-réponses. Donc je vous ai demandé sur la page Facebook du studio de Poche de me poser toutes les questions que vous vouliez poser. Alors il y a des questions très pertinentes, il y en a des débiles aussi, mais bon je vais y répondre aussi, c'est marrant. Donc on commence tout de suite. Alors, il est super beau ton site Studio de Poche, comment as-tu fait si ce n'est pas indiscret? Parce que moi, je cherche à avoir quelque chose de similaire et gratuit. Eh ben ça tombe bien mec, parce que c'est gratuit. Alors bon, je vais t'expliquer quand même un peu le principe, parce que je sais pas où t'en es. Mais sur internet, pour avoir une page à toi, tu as deux solutions. Soit tu vas sur un site qui te propose de créer une page comme, je sais pas moi, un truc genre mon site ou MyBook ou une page Facebook. Donc tu es sur un autre site, c'est pas ton site internet à toi. Moi ce que j'ai fait, c'est vraiment mon site internet à moi, mais bon ça, bon, je pense que tu t'en doutes, mais c'est plus compliqué que de faire une page sur un site déjà tout fait, parce qu'ils te mettent à disposition tout un tas d'outils pour créer ta page facilement. La conséquence, c'est qu'elle va ressembler à beaucoup d'autres pages, forcément. Alors pour créer ton propre site internet, tu vas devoir passer par un hébergeur, c'est-à-dire un ordinateur distant qui va héberger ton site internet et qui va qui va permettre à d'autres personnes d'y accéder si elles rentrent l'adresse internet qui correspond à ton site internet. Alors, mon hébergeur jusqu'à il y a peu c'était Free, parce que mon fournisseur d'accès internet c'est Free, et ton fournisseur d'accès internet te propose normalement des pages personnelles, il faut que tu ailles voir. Donc du coup, tu peux, via un logiciel qu'on appelle un client FTP, charger des fichiers sur ce serveur, et donc qui seront accessibles à une adresse comme, je sais pas, par exemple si tu es chez Free justement, moi je suis atiri.free.fr, un truc comme ça, et donc j'ai pris une autre adresse chez Free, donc le studio de Poche, ça donnait le studio de Poche.free.fr, mais donc j'étais dépendant de Free pour mon adresse internet. Donc sur ce serveur je mets ce que je veux, et un site internet basique il est fait en HTML, donc ce sont des pages statiques sur lesquelles tu peux mettre à peu près toutes les infos que tu veux, mais elles bougent pas trop, elles sont, pour les changer c'est un peu galère. Donc le site que j'ai fait, je l'ai fait avec ce qu'on appelle un CMS. Alors je sais même pas ce que ça veut dire, ça doit être Content Management System ou un truc comme ça, enfin bon bref, ça veut dire que, bon déjà ça s'appelle WordPress, il y en a d'autres, hein, il y a Joomla aussi. Mais du coup WordPress c'est un truc qui est gratuit et open source, donc tu vas le télécharger sur leur site, et c'est un ensemble de fichiers qui comme ça là tout de suite ne fonctionnent pas, mais tu vas les mettre chez ton hébergeur, et à partir de ce moment là tu vas te retrouver avec un site clé en main quoi. Donc tu as quelques petits trucs à remplir comme si c'était une page Facebook finalement, sauf que c'est entièrement personnalisable, et notamment au niveau de l'apparence. C'est personnalisable en y ajoutant un thème, ou aussi appelé templates. Donc c'est un truc que tu vas charger en plus sur ce site et qui va donner à ton site une apparence bien particulière. Alors par contre l'aspect peut-être un peu moins pratique de ce truc là, c'est que tout l'entretien te revient, c'est-à-dire que ta page Facebook elle va jamais planter. Je veux dire, Facebook ils ont des serveurs monstrueux, et puis il gère beaucoup de choses. Toi, ton site internet, si tu as un petit hébergeur qui a trop de monde qui va dessus en même temps, ta page risque de planter. Et si jamais il y a aussi une connerie dans une ligne de code ou quelque chose, que ton site marche pas, faut pas s'attendre à ce qu'il se remette à marcher tout seul. C'est à toi de l'entretenir, de le réparer si besoin est, et tu vas passer probablement des heures et des heures dessus à corriger peut-être une ligne de code qui déconne parce que ça affiche pas le truc que tu veux. Alors bon, WordPress, il y a une grosse communauté dessus, et tu peux trouver beaucoup de réponses à tes questions sur les différents forums qui en causent. Personnellement, j'y connaissais rien au départ, et j'ai beaucoup appris justement en furetant sur différents forums. Mais disons que c'est un peu plus technique qu'une page clé en main, mais va voir du côté de WordPress, et tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Ensuite, alors, la plus grosse bêtise que tu aies faite. Non, ça je peux pas le dire. Bonjour Arnaud, j'aimerais connaître le réglage nécessaire pour donner l'effet de flou autour d'un objet en mouvement, étant net, et merci.
Alors, ce dont tu parles, ça s'appelle un filet. Voilà, ça s'appelle un filet. Et alors, plutôt que de l'expliquer en détail, ça nécessiterait un tuto en soi. Hein. Je vais plutôt te renvoyer vers un site dont je vais mettre l'adresse dans la description de la vidéo. Tu cliques sur ce truc, tu vas tomber sur un tuto. Pourquoi personne ne m'aime? Voilà la question. Écoute, Franck, je sais pas, moi. Change de coupe de cheveux ou de fringues, je sais pas. Je sais pas pourquoi personne ne t'aime. Comment faire une photo noir et blanc, mais avec quelques détails en couleur? Alors, ce dont tu parles s'appelle de la désaturation sélective. Alors, je t'invite à taper désaturation sélective sur Google pour savoir comment faire, mais surtout, je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'expliquera pourquoi il ne faut pas le faire. Pourquoi mon autofocus patine dans la semoule des fois? J'ai fait un shooting ce week-end en studio, donc très basse lumière puisque le flash se déclenche que lorsque j'appuie et c'est ma lumière principale, et j'ai eu l'air bête quand j'arrivais pas à faire la mise au point. Pourtant je visais des zones contrastées avec les collimateurs et j'étais pas trop près. J'ai changé d'objectif, ça le faisait aussi. Au final je m'en suis sorti, mais pas évident de demander au modèle de ne pas bouger pendant 20 secondes. Alors, l'autofocus ça marche certes au contraste, mais pour ça, l'appareil a besoin d'un minimum d'apport de lumière quand même. Donc, ma foi, t'avais juste pas assez d'éclairage. Ça arrive souvent, ça m'est déjà arrivé aussi, que le soir, baisse de luminosité, objectif pas très lumineux, bon ça patine, ça trouve pas. C'est que t'as pas assez de lumière, tout simplement. Alors, en studio, c'est certes bien beau d'avoir comme lumière principale le flash, mais je te conseille de toujours avoir quand même une lumière ambiante. Moi personnellement, ce que je fais, je shoot avec de la lumière ambiante qui n'est pas forcément très forte, mais avec de la lumière. Et avant même de régler mes flashs, je règle mon appareil pour qu'il prenne une photo quasi noire, complètement bouchée. Ce que j'ai pris l'habitude de faire en studio, c'est 1/200 de seconde, ce qui est à peu près la vitesse de synchro de mon appareil, et les ISO au minimum. Avec 1/200 de seconde sans ISO en intérieur, mon image elle est souvent très sombre, et c'est le flash qui va apporter le reste de la lumière. Mais j'ai quand même assez de lumière devant moi pour réussir à faire la mise au point. Donc, moi mon conseil c'est ajoute de la lumière. Comment en es-tu venu à faire des tutos? Alors, Blaise a posté une photo qu'il trouvait vachement bien, qui était une circumpolaire, et il demandait si quelqu'un savait comment on fait ça. Je lui ai dit, écoute, si ça te branche, je peux faire une vidéo dessus. Il m'a dit, bah vas-y. Donc du coup, j'ai fait un tutoriel sur la circumpolaire. Et alors à ce moment-là, je faisais déjà pas mal de vidéos. Je me passionne pas mal pour ce genre de choses, comme vous avez certainement déjà remarqué. Alors, j'avais déjà fait pas mal de trucs, et j'avais déjà pensé à peut-être faire des tutos, mais je pensais à faire des tutos sur la vidéo. C'est un peu le même principe finalement. Le fait est que j'ai eu cette occasion d'en faire un, d'essayer vraiment de faire quelque chose, et le rendu était plutôt bien, la vidéo a été bien reçue. Je sais plus, là je dois être pas loin de 10 000 vues dessus, je trouve ça plutôt honorable, quoi. Du coup, j'y ai pris goût, et je me suis dit, bon feu, on recommence. Et du coup, des tutos maintenant, j'en fais régulièrement parce que j'aime faire de la vidéo, et là j'ai trouvé une bonne occasion d'en faire régulièrement, donc voilà, donc, du coup je m'y suis mis comme ça, quoi. Comment as-tu commencé la photo? Ça c'est une bonne question. Je m'en rappelle pas. Comment j'ai commencé la photo en tant que professionnel? Pour une raison simple, hein, pour gagner des sous. Hein. Mais commencer la photo en tant que telle, en tant qu'art, ça c'est difficile à dire. En fait, je viens d'une famille d'artistes. Ma grand-mère était peintre, mon père a fait du mariage avant moi, ma tante a été photographe portraitiste pendant plus de 10 ans, ma cousine est encore aujourd'hui photographe professionnelle, et donc je veux dire que j'ai toujours un petit peu baigné dans l'art en général, que ce soit la musique, la photo, tout ça. Et mon premier appareil photo, c'est mon père qui me l'avait acheté, et c'était... faudrait que je remette la main dessus d'ailleurs, c'était vraiment un truc pour enfants, avec des grosses poignées et tout, avec la péloche dedans et tout le tralala. C'était pas Kodak qui fabriquait ça.
faudrait que je remette la main dessus. Et le premier vrai appareil avec lequel j'ai vraiment pu m'amuser, une seconde. Il est là. Voilà. Alors ça c'est la caisse dans laquelle se trouve l'appareil que mon père utilisait quand il faisait du mariage avant moi. C'est un Nikon F601, donc un argentique, hein, et à chaque occasion qui se présentait, je lui piquais et puis j'allais cramer une péloche. Donc cet appareil photo, vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur le lens walking et dans les mains de mon puriste. Donc c'est un excellent appareil photo et je dois avoir une photo de moi avec cet appareil il y a un bout de temps. Je la mettrai là si je la retrouve. Je vais la retrouver de toute façon, donc elle est là. Je sais pas quel âge j'avais sur cette photo, je sais pas si j'avais 10 ans, quoi. Voilà. Donc la photo, j'en fais depuis un bout de temps, mais en tant que professionnel depuis pas si longtemps que ça. Que fais-tu dans la vie? J'élève des lamas. La photo est-elle ta principale activité? Alors, en tant qu'activité professionnelle, on va dire oui. Mais en tant qu'activité de tous les jours, non, parce que en tant que photographe, je passe plus de temps à me faire de la pub qu'à faire des photos. Hein. Le plus clair de mon temps, je le passe sur du référencement ou des trucs comme ça. Maintenant, mon activité professionnelle, ouais, c'est la photo. En vis-tu? Oui, mais mal. Je paye pas de loyer, donc ça va, mais clairement, je dégage pas un SMIC par mois. Il faut bien se dire que quand on lance une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit de la photo ou n'importe quoi d'autre, il faut du temps, il faut des années pour que ça fonctionne vraiment. Et je démarre doucement, je démarre bien, je suis assez content de ce que ça donne là. Je m'attendais pas à ce que ça démarre aussi bien, mais du coup, je ne fais encore que démarrer. Sinon, que fais-tu d'autre? Ça m'arrive de tourner des clips pour des petits groupes de musique du coin, ou bien de tourner des pubs aussi pour des petites entreprises du coin. Voilà. Mais sinon, je fais principalement de la photo. Et la musique, alors? Eh ben, tu sais quoi, alors je vais pas en dire de trop pour pas me porter la poisse, hein, parce que avant un tournage, si j'en dis trop, je peux être sûr que ça se passe mal. Mais je devrais tourner une vidéo demain et la mettre en ligne normalement avant la Saint-Valentin. Mais encore une fois, je vais pas en dire de trop pour pas me porter la poisse. Mais clairement, la musique, c'est pas fini. Connais-tu des bons plans pour du matériel photo d'occasion dans le nord de la France? Alors, bon, déjà, je vais te dire ce que moi je pense du matos d'occasion. Oui, mais jamais pour du matos de précision. J'achète souvent des trucs en occasion, mais jamais du matos de précision. Pourquoi? Parce que si j'achète un truc et que la boîte est en bon état, j'estime que, bon, hors un défaut de fabrication, je devrais pas avoir de problème. Ce qui fait qu'entre le moment où je sors le matos de la boîte et le moment présent, je sais ce que le matos a vécu. Donc je sais à quel point je peux lui faire confiance ou pas. Si je pars sur un mariage, j'ai besoin de savoir que l'appareil est fiable. Un matos d'occasion, je vais prendre un exemple. Imaginons le mec, il a fait tomber son appareil photo dans une piscine ou un truc comme ça. Bon, complètement en panique, il le sort, il enlève la batterie, il le laisse sécher. 2 jours après, le truc il marche de nouveau. Par contre, il va pas te dire ce qui est arrivé au moment de le vendre, sinon il va pas le vendre. Ça n'empêche pas l'appareil de fonctionner, mais tu vas avoir peut-être des dépôts à l'intérieur, des cochonneries, ou simplement de la corrosion sur le matériel électronique. C'est pas dramatique, mais ça va peut-être raccourcir sa durée de vie. Et imaginons, je sais pas moi, qu'il l'ait beugné, qu'il l'ait fait tomber, le miroir, il marche très bien, mais il y a peut-être une petite fissure, un truc qui fait que dans 10 000 déclenchements, le truc il est mort. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours ennuyé sur le matos d'occasion, c'est que je sais pas ce que le matos a vécu avant. Et le mec, il va pas forcément tout te dire, surtout s'il y a un truc qui fera que tu n'auras pas envie de l'acheter. Donc, moi, le matos d'occasion, personnellement, non. Donc, forcément, je connais pas de bons plans dans le nord de la France. Par contre, ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas lebonplan.com. Hein. Je veux dire, les bons plans, c'est ponctuel, il faut chercher encore et encore. Je vais te donner un exemple. Y a un truc que j'ai acheté d'occasion, c'est un piano, mais je peux te garantir que là, je l'ai cherché encore et encore, parce que justement, c'est pas du matos de précision, mais presque. Hein.
Le fait est que si tu cherches un piano sur le Bon Coin, par exemple, tu vas en avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines, mais ça va être des vieux bastringues que tu peux même pas accorder et la moitié des touches qui marchent plus. Le bon plan, ça a été il a fallu que je le cherche encore et encore et encore et encore jusqu'à tomber dessus. Le matos photo, c'est pareil. Tu vas tomber sur The Bon Plan. Ça peut être sur le Bon Coin, ça peut être sur un forum, le mec qui se débarrasse d'un truc parce qu'il change d'appareil, j'en sais rien. Le bon plan, il peut arriver n'importe où. Le truc, c'est qu'il faut savoir le saisir. Il faut savoir l'attendre et pas se précipiter sur n'importe quoi tout de suite. Et après, il faut savoir le saisir une fois qu'il est là. Parce que si c'est un bon plan pour toi, c'est un bon plan pour d'autres aussi. Et si tu l'achètes pas tout de suite, d'autres le feront. Et pour la petite histoire, mon piano, je l'ai payé 200 € et c'est un piano tchèque 4 fois médaillé d'or. Penses-tu organiser des workshops de plusieurs jours comme certains autres photographes ? Pourquoi pas un jour? Là tout de suite, je pense pas avoir suffisamment d'audience pour que, si je dis voilà 150 boules le jour, il y ait suffisamment de personnes qui se déplacent. Un jour, ouais, quand j'aurai plus d'audience. Là tout de suite, c'est pas vraiment au programme. Mais ça pourrait venir. Je vais essayer de trouver quelques associations, peut-être avec d'autres photographes aussi, et puis ça viendra peut-être un jour. As-tu déjà croisé le marsupilami? Non, mais E.T., ouais. Aurais-tu par hasard des idées d'exercices pour un couple de photographes à faire chez soi? Écoute, si déjà vous êtes deux, pour se tirer le portrait, c'est pratique. Je veux dire, tu feras de toute façon les mêmes exercices que dans n'importe quelle autre circonstance, sauf que tu as quelqu'un avec toi, donc forcément ça facilite les choses pour pas mal d'exercices, genre le portrait. Après, vous allez faire les mêmes choses qu'avec d'autres photographes. L'avantage d'être à deux, c'est de pouvoir apprendre à deux, de pouvoir partager les connaissances, etc. Après, des exercices pour un couple à faire chez soi... Ouais, si, il y a bien des photos qu'on peut faire en couple, seul chez soi. Mais sinon, je vois pas. Pourquoi 42 est-elle la réponse à la grande question? Ah bah en fait, la vraie question n'est pas de se demander pourquoi 42 est la réponse, mais quelle est la question? Lis les bouquins. Tu as quoi comme matos et qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus? Alors bon... Si tu veux jouer au jeu de j'aimerais bien avoir ça, bon, on n'a pas fini. Hein. Si tu veux m'offrir une gamme complète des objectifs Canon, je suis preneur. Mais bon, alors il y a des gens qui disent que la course à l'armement c'est un peu débile et qu'on peut faire de très belles photos avec pas grand chose. C'est vrai. Le problème c'est que les photos que je fais moi, il faut être un minimum équipé. Par exemple, une photo de la galaxie d'Andromède, tu la feras pas avec un 18-55 quoi. Mais alors... Bon, déjà pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai comme matos? Là, je bosse avec des 60D. Parce que quand j'ai lancé ma boîte, j'avais pas particulièrement beaucoup d'argent de côté, hein. J'avais quelques économies, mais c'est tout. Donc, il a fallu que je fasse avec, et le 60D était un excellent compromis. C'est un excellent boîtier, et je pouvais quand même pas me permettre du full frame. Alors, je bosse encore là tout de suite avec des 60D, mais dans vraiment pas longtemps, bah, je vais passer à des boîtiers full frame. Et je vais pas acheter le 6D si tu veux savoir. Donc, au niveau objectif, je peux pas dire que j'ai vraiment quelque chose d'important à dire. J'ai un zoom en EFS qui est pas trop mauvais, mais dont je me sers pas pour le boulot. J'ai le 51-8. J'ai le 70-200 f2.8 qui est un excellent téléobjectif que je peux pas vous recommander parce qu'il coûte une blinde, mais c'est quand même un truc génial. Le Samyang 8 mm qui est aussi un truc... ça par contre je peux vous le recommander, il est pas si cher, et puis bon, c'est un 8 mm, faut savoir quoi en faire, mais pour ce que c'est vraiment chouette. Je vais rapidement passer au 24 f1.4 et à partir de là, j'ai à peu près tout ce que je veux. Si vraiment je veux acheter des trucs, je changerais bien mon 51.8 contre un 50-1.2. Ça arrivera peut-être d'ici, en fonction de l'année que je vais faire, hein, ça arrivera peut-être d'ici fin d'année, mais voilà. J'aimerais bien rajouter un multiplicateur de focale sur le 70-200 pour en faire un 140-400. Encore pour l'astrophoto, hein, mais bon, un multiplicateur comme ça, c'est pas loin de 500 boules, donc c'est pas vraiment programmé pour tout de suite. Et sinon, il y a un truc qui me plairait vraiment, mais qui est très, très ciblé comme matos, c'est une monture équatoriale motorisée.
Alors pour savoir ce que c'est, il faut d'abord savoir que les trépieds qu'on utilise nous, ce sont des trépieds azimutaux, donc en gros des trépieds horizontaux quoi. Hein, d'accord. La monture équatoriale, elle est alignée sur l'équateur, c'est-à-dire que en fait sur l'axe de rotation de la Terre. En gros, ton trépied il pointe vers l'étoile polaire. Et c'est un truc qui est très très pratique pour faire de très longues expositions pour des photos astronomiques, encore une fois. Alors, il y en a certaines qui coûtent le prix d'une voiture, hein, mais j'en ai trouvé une qui transforme un trépied azimutal en trépied équatorial et motorisé, le tout pour 500 €. Bon, c'est encore une fois une belle somme et j'achèterai ça un jour quand j'aurai 500 € en trop. Ce qui n'est vraiment pas le cas pour le moment. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai quelques flashs, des Yongnuo, très bonne marque. J'ai un flash ETTL Canon, mais bon, je me sers pas franchement souvent de l'ETTL, donc. Mais c'est un bon flash quand même. Après, déclencheur à distance, télécommande, ce genre de truc. Mais sinon, le gros matos, j'ai fait le tour. Tu es plutôt focal fixe ou zoom? Alors, focal fixe, clairement focal fixe. Pourquoi? Parce que ça va stimuler ta créativité. Le zoom, pour changer de point de vue, enfin pas de point de vue, mais pour changer de cadrage, tu vas tourner une bague. La focale fixe, tu vas être obligé de te déplacer et donc chercher justement peut-être un autre point de vue, etc. Ensuite, à prix égal, la focale fixe va en général être meilleure, avec peut-être une plus grande ouverture ou un meilleur piqué, ce genre de choses. Ou alors, à qualité égale, la focale fixe va peut-être être moins chère. Alors, tout en me disant ça, je suis amoureux de mon 70-200, mais peut-être parce qu'il a la qualité optique d'une focale fixe, et puis que dans les longues focales, bah, c'est pas toujours facile de changer d'angle quand ton sujet il est à 50 mètres, quoi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une grosse misère sur un mariage ou un shoot, genre tomber dans une fontaine ou partir avec les batteries vides? Alors, les batteries vides, non, parce que je fais une checklist et jusqu'à maintenant, elle a bien fonctionné. Alors, la fontaine... je touche du bois. Par contre, j'ai un mec qui m'a renversé du whisky sur mon matériel. Alors, bon, immédiatement, nettoyage à fond, etc. Donc il n'y a pas eu de casse. Mais bon, sur le moment, tu flippes. C'est quand que tu te coupes les cheveux et la barbe? Va te faire foutre. Feras-tu un jour un tuto sur Photoshop et ou un pro tuto? Alors, pour ce qui est de Photoshop, la semaine prochaine, je diffuse une vidéo avec une technique qui demande de la retouche. Mais je la ferai pas sous Photoshop pour deux raisons. D'abord, Photoshop, je maîtrise pas trop. Je m'en sers surtout parce qu'il a d'excellents algorithmes pour corriger les défauts, genre tu sais, le bouton sur la joue, des trucs comme ça. Mais moi, mes retouches, je les fais dans un logiciel qui s'appelle PaintShop Pro, qui fonctionne à peu près de la même manière, mais en fait, j'avais commencé sur une très vieille version, PaintShop Pro 6, quand j'ai commencé la photo numérique. Et de version en version, je suis resté sur PaintShop Pro, j'ai mes marques, il fonctionne à peu près comme Photoshop, donc je suis là-dessus, mais quasiment personne s'en sert. Donc je vais pas en parler. Donc quand je vais faire des tutos retouches, il y en aura certainement quelques-uns, dont un donc la semaine prochaine, je parlerai de retouches sous The Gimp, tout simplement parce que c'est un logiciel gratuit et open source. Je crois qu'il est open source, enfin peu importe, le fait est qu'il est gratos, et donc il est à la portée de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas Photoshop. Mais si ta question c'était est-ce qu'on va faire de la retouche, des trucs comme ça, pas beaucoup, c'est pas un truc que je fais beaucoup, pas autant que Seb Roignan par exemple, mais la semaine prochaine il y aura une vidéo là-dessus. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un master en enseignement. J'ai été prof pendant quelques mois, juste assez longtemps pour me rendre compte que c'était pas pour moi. Si tu veux, j'ai fait un master dans l'enseignement parce que j'avais envie d'enseigner, mais j'avais pas envie d'éduquer. C'est-à-dire que j'avais envie d'apprendre aux enfants à lire et pas à leur apprendre de pas me dire nique ta mère, tu vois. Et j'ai vite trouvé le travail frustrant parce que justement, je passais plus mon temps à faire le flic, le psychologue ou l'assistante sociale que le prof. Du coup, j'ai abandonné cette voie et j'avais à peine commencé dans l'enseignement que j'ai commencé à faire une étude de marché pour voir si la photo pouvait avoir de l'intérêt. Montre-nous la photo dont tu es le plus fier et en même temps si tu en as une qui mérite d'être sur youarenotaphotographer.com. La photo dont je suis le plus fier. Alors,
je sais pas, il y en a peut-être une dont je serais plus fier, mais s'il y en a une qui me vient là tout de suite, c'est la photo avec les guitares que j'avais déjà postée sur internet. C'est du light painting, je l'avais exposé pendant 5 minutes dans le noir complet, j'avais dû faire plusieurs essais et elle me plaît bien. Voilà, elle me plaît bien. Je sais pas si c'est la meilleure que j'ai faite, que ce soit techniquement, artistiquement ou quoi, mais je l'aime bien. Maintenant, la pire, alors bon, ça va être difficile d'avoir la pire aussi, mais une photo qui mériterait d'être sur youarenotaphotographer.com, je n'ai pas de photo qui mériterait d'être sur youarenotaphotographer.com, pas parce que je ne fais pas de mauvaises photos, j'en ai fait des horribles, mais je ne les ai pas diffusées. Le problème des photos qui sont sur youarenotaphotographer.com, c'est qu'elles n'auraient jamais dû être diffusées. Ce sont des photos ratées, hein, ou alors ce sont des essais désastreux, genre le mec il a découvert un effet dans Picasa, alors il va l'essayer, mais un test, ça doit rester un test et ça doit pas être diffusé. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui diffusent des photos pourries, alors qu'ils devraient se contenter de diffuser leurs meilleures photos. Et c'est ce que je m'efforce de faire, je fais des photos pourries tout le temps, je veux dire sur un mariage tu fais 3000 photos, t'en donnes 300 au marié, ça veut donc bien dire que le reste est pourri. Mais je les diffuse pas, justement pour garder une image de qualité de mes photos. Alors, pour répondre à ta question quand même, quelle photo mériterait d'être sur You Are Not a Photographer, j'en ai plein, et j'ai regardé au pif sur mon disque dur, et un jour je me suis dit, ah tiens, ce truc là ça pourrait servir en light painting, tiens on va essayer, j'ai mon appareil, j'ai quelqu'un, vas-y prends la pause, on regarde. Ça a donné cette horreur, qui aurait bien entendu pu être améliorée avec un petit peu de travail, etc. D'ailleurs cette technique, après l'avoir découverte, je l'ai réutilisée dans cette photo, donc... Mais la première, c'était un essai, je ne l'ai pas diffusée. Mais si je l'avais diffusée, elle aurait pu finir sur You Are Not a Photographer. Voilà. Mais clairement, j'en suis pas fier, quoi. Blonde ou brune? Alors, définitivement brune. Mais quelle que soit ta couleur de cheveux, si tu es une jolie fille avec les yeux noirs, de toute façon, je suis déjà un petit peu amoureux de toi. Bière ou vin? Je vais te décevoir, j'apprécie pas l'alcool. Slip ou caleçon, boxer. Marié, divorcé, en couple, célibataire. La semaine type d'Arnaud Thierry, ça donne quoi? Alors là aussi, je vais te décevoir. J'ai pas vraiment de semaine type parce que une semaine, en été par exemple, je vais avoir un mariage le week-end. Donc ensuite, je vais passer la semaine sur mes photos de mariage, les albums, tout ça. Une semaine, je vais dire, ah mon site il commence à être un peu à la masse, je vais devoir refaire des trucs, donc je change le site. Je corrige les bugs, etc. Ça me prend déjà presque une semaine. Je vais, sur une semaine, je vais peut-être avoir un tournage pour une pub, justement. Donc entre le tournage, le montage, ça va me prendre du temps. Une autre semaine, je vais être en branle-bas de combat parce que, putain, il y a le salon du mariage cette semaine, il me faut encore tel bouquin de démo, il me faut des tirages en grand, il me faut machin. J'ai pas vraiment une semaine qui ressemble à l'autre. Si tu veux, j'ai une liste de choses à faire, je me lève le matin, je regarde ce qui est le plus urgent et je le fais, quoi. La photographe dont tu admires le plus le travail. Alors là aussi, je vais être obligé de répondre un peu en normand parce que j'ai pas un photographe dont je peux dire waouh, j'adore ce qu'il fait. J'adore le travail de beaucoup de photographes, mais en général c'est de manière assez ponctuelle, tu vois. C'est comme les trucs que je mets sur la page le studio de poche. C'est-à-dire que tel photographe a fait tel projet et il a une série de photos et putain les photos, waouh, elles claquent. Bon j'admire le photographe pour ce travail-là, mais je sais pas ce qu'il a fait à côté. C'est comme les grands photographes du siècle dernier, hein. Je les admire, mais pour certaines de leurs photos, j'aime pas forcément toutes les photos de Cartier-Bresson ou de Doisneau, quoi. Donc c'est difficile de dire j'en admire vraiment un. Je dirais que si un jour il y a un photographe qui sera mon dieu, c'est le mec qui est capable de maîtriser toutes les techniques photographiques, tous les sujets photographiques et de toujours faire des œuvres d'art, quoi. Ce gars-là, mais je l'ai pas encore rencontré. Mais sinon, régulièrement, je vois une photo, je dis putain, là-dessus, le mec il a géré, quoi. Et c'est jamais deux fois le même en fait. Pourquoi l'autofocus a-t-il du mal à faire la mise au point sur des surfaces de couleurs unies? Alors, c'est simple, un autofocus, ça marche avec des collimateurs. Et le collimateur... Comment on va faire ça? Je vais mettre un schéma sur la vidéo, voilà. Quand ta mise au point n'est pas faite, si tu as un truc noir et un truc blanc, t'as pas beaucoup de contraste, t'as les gris entre le noir et blanc quand ta mise au point est pas faite. Le collimateur, ce qu'il fait, lui, c'est il analyse les contrastes et il cherche les plus forts contrastes. Donc quand tu vas faire ta mise au point, le blanc va devenir blanc, le noir va devenir noir, et entre les deux, tu auras un contraste très fort. Et c'est ça que l'appareil va chercher, c'est le moment où le contraste il est le plus fort.
Donc si tu repars dans l'autre sens, ça va redevenir flou, les contrastes sont de nouveau moins forts. C'est pour ça aussi que quand tu mets ton appareil en collimateur automatique, il va te choisir le collimateur sur lequel il va trouver le plus fort contraste, qui n'est pas toujours une bonne idée. Donc du coup, il a besoin de contraste pour faire la mise au point. Si tu regardes un mur blanc, il n'y a aucun contraste, je veux dire, il y a du blanc et du blanc, il n'y a pas de contraste, du coup il a nulle part pour faire la mise au point, mais toi non plus, je veux dire, en manuel, tu te mets face à un mur blanc, parfaitement blanc, tu n'arriveras pas à faire la mise au point. Ce que tu vas faire, c'est chercher une ombre ou une poussière, un truc sur le mur sur lequel tu as un contraste, sur lequel tu as un détail pour toi-même faire ta mise au point. Donc pour la mise au point, il te faut des contrastes, pas de mise au point, voilà. De quels instruments joues-tu en plus du piano, guitare et contrebasse? Alors, de la basse électrique, du ukulélé, du banjo, quelques percussions, et j'adore l'orgue. Le problème, c'est que les seules occasions où je peux en jouer, c'est quand il y a une église qui est ouverte, je regarde, il n'y a personne, et puis je vais à l'orgue. Le problème, c'est que de nos jours, les églises sont bouclées, donc j'ai pas trop l'occasion d'en jouer. Un jour, je m'en paierai un, quand j'aurai le fric, mais j'ai encore rien trouvé en dessous du prix de 3.5D Mark III, quoi. Donc c'est pas pour tout de suite, mais si l'un d'entre vous a dans son grenier un Hammond B3 dont il n'a pas l'usage, franchement les mecs, je suis preneur. Serais-tu auteur-compositeur en plus d'être chanteur? Regarde sur ma chaîne YouTube, il y a quelques compos. À quand un passage dans une émission pour dénicher les talents? Jamais. 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 Salut Arnaud, petite hésitation. Dis-moi, il vaut mieux un Canon 7D ou un 70D? As-tu un avis là-dessus? Et sais-tu si les rumeurs concernant un 7D Mark II sont fondées? Alors les rumeurs sur le 7D Mark II, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, entre le 7D et le 70D, je vais te dire, d'un côté, le 7D, t'as un boîtier vieillissant, hein, il a quand même quelques années maintenant, et de l'autre côté, t'as le dernier né, le descendant du 60D. Alors le 60D, moi je l'adore, et le 70D a l'air encore un petit peu mieux. Alors, si on compare un petit peu leur capacité au-delà, on a d'un côté le 7D qui fait 8 images par seconde, le 70 qui en fait 7. Ça fait pas une grosse différence. Le capteur du 70D est plus récent et plus performant, le processeur aussi, et du reste, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Enfin, là où il y a des différences, c'est que le 70D, donc il est plus récent, donc il est peut-être plus à même d'être compatible avec des trucs récents, et il vient avec tout un tas de petits gadgets que le 7D n'a pas. Je pense notamment à l'écran qui pivote, et ça, c'est vachement bien. L'autofocus pendant la vidéo, moi perso, je cracherai pas dessus. Qu'est-ce qu'il a encore de pas mal? Le Wi-Fi, par exemple. Et il est... le 7D sur Miss Numérique, il doit être à 1100 et quelques, alors que le 70D, il a 900 et quelques. Donc je crois qu'il est pas loin de 200 € moins cher. Faut voir en fonction des vendeurs, mais... là comme ça, tu me donnerais le choix entre le 7D et le 70D, je crois que je vais immédiatement vers le 70D. Mario ou Luigi? Gordon Freeman. Penses-tu un jour te diversifier et enseigner la photo à des pandas ou à des chiens? 42. Bonjour, je ne me sens pas une âme d'artiste, mais j'ai un Canon 600D avec un 50 f1.8 et j'aimerais faire de belles photos, mais j'ai l'impression de n'avoir aucune imagination, je ne sais pas quoi prendre en photo. Quand je vois de belles photos de tout et n'importe quoi, je me dis qu'autour de moi il y a plein de détails qui pourraient être mis en valeur, mais je n'arrive pas à me l'imaginer. Comment faire? Eh ben tu sais quoi mec, justement la première étape elle est déjà dans ta question. Tu te sens pas une âme d'artiste? Sens-toi une âme d'artiste, vas-y, il faut pas avoir peur de se la péter et dire je suis un artiste. L'artiste c'est juste le mec qui a envie de créer pour créer quoi. Vas-y. Dis-toi, vas-y, je suis un artiste, j'ai un appareil photo, je vais faire des photos de tout et n'importe quoi. Tu risques rien à part rater une photo. À ce moment-là, tu la diffuses pas, sinon tu vas finir sur un autophotographeur. Non mais, vas-y, prends en photo tout et n'importe quoi et tu finiras par trouver de l'inspiration ou un style ou n'importe quoi. Ça m'arrive aussi de ne pas avoir d'inspiration, bah, je me mets à faire n'importe quoi jusqu'à ce que ça vienne. Mais il faut pas avoir peur d'essayer, quoi. Vas-y, il faut que tu crois un peu que t'es un artiste, sinon t'y arriveras pas. Vas-y, t'es un artiste, mec, vas-y. Elle mesure combien ta tub? Bon, alors pour répondre à ta question,
Tu sais qu'on a l'habitude de dire que les gens qui ont des problèmes d'équipement ont tendance à compenser avec des grosses voitures, ou dans notre cas, de gros objectifs. Je te dirais simplement pour te répondre que mon objectif favori est un 50 mm qui se targue en plus d'être le moins cher du marché. Pour quand une suite sur la créativité comme avec le Canon 50 mm f1.8, peut-être avec d'autres focales? Ouais, pourquoi pas avec d'autres focales, mais on peut encore faire pas mal de trucs avec le 51.8, mais j'avais juste programmé les 5 vidéos que j'ai faites là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Pourquoi pas un truc sur le lens flare, ça pourrait être sympa ça. Je me note ça sur un coin de nappe, je vais pas programmer ça pour tout de suite, mais je vais y réfléchir, ça serait pas une mauvaise idée. Si on ne peut en prendre que 3, quels sont les objectifs les plus adaptés pour un mariage? Merci Arnaud. Ça va être dur de te répondre là, tu vois, parce que bon, ça va déjà dépendre pas mal de la sensibilité des gens, c'est-à-dire qu'un objectif qui va convenir à l'un conviendra peut-être pas à l'autre. Maintenant, je pourrais te dire 24 f1.4, 50 f1.2, 70-200 f2.8. Mais en te disant ça, je suis obligé de te demander si tu as vu ma Rolex. Non mais alors plus sérieusement, enfin non c'est sérieux, c'est 3 objectifs que moi je prendrais personnellement. D'ailleurs je suis en train de m'équiper, le 70-200 je l'ai déjà depuis quelques temps, le 50-1.2 j'en sens pas vraiment l'utilité maintenant, le 51.8 me convient, et le 24-1.4 c'est pour la fin du mois. Bon. Mais je dirais que, histoire de voir large, faut taper dans un peu toutes les focales. Si déjà tu veux en prendre 3, je dirais un grand angle, un 50 et un téléobje. Donc idéalement les 3 avec de grandes ouvertures, parce que le mariage ça va se faire dans des endroits pas franchement lumineux, où l'usage du flash n'est pas forcément recommandé, donc grande ouverture. Et puis une grande ouverture tu peux la fermer, alors qu'un truc pas forcément très ouvert au départ, tu peux pas l'ouvrir plus. Donc ça te donne plus de liberté aussi. Un grand angle, un 50, un téléobje, ma foi, je peux pas vraiment te donner de trucs précis. Si maintenant, demain, je devais repartir à zéro avec aucun matos et aucun budget, je prendrais un 110D sur lequel je mettrais un 50 1.8. Éventuellement, j'achèterais le 110D avec le 18-55 que je laisserai à 18, histoire d'avoir un grand angle quand même au cas où. Et puis je me démerderai avec ça dans un premier temps, quoi. Mais si vraiment je devais te conseiller 3 objectifs, si maintenant c'est ton boulot ou quoi, ouais, je partirais sur les 3 là. Il y a des tas de gens qui conseillent en longue focale le 135 f2. C'est vrai que c'est un excellent objectif, mais j'aime bien le 70-200. C'est vraiment une optique de qualité, et surtout il te laisse la latitude de choisir entre 70 et 200. C'est-à-dire qu'un 50 mm, bon, bah, si c'est un peu trop serré, tu recules, mais à 200 mm, c'est plus difficile de reculer. Ça veut dire que ton sujet il est loin, donc les mouvements que toi tu vas avoir vont pas avoir beaucoup d'incidence sur ton cadrage. Donc pour une longue focale, c'est vrai qu'un téléobje c'est bien. Après, ouais, ma foi, grandes ouvertures et grand angle 50 mm téléobje. As-tu déjà fait des photos après avoir trop picolé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas vraiment l'alcool, donc je picole pas. Mais j'ai déjà pris des photos de gens qui ont picolé, et si je peux vous donner un conseil, les gens, faites gaffe, parce que eux ils feront pas gaffe. Hein. Vous pouvez vous faire vomir dessus, vous pouvez vous faire renverser des trucs dessus, vous pouvez vous faire bousculer, même si vous avez 2000 € de matos dans les mains, c'est pas grave, eux ils verront pas la différence. Donc les gens bourrés, faites gaffe quand vous faites des photos en boîte de nuit, quand vous faites des photos à des soirées privées ou n'importe quoi. Faites gaffe aux gens bourrés. Sinon, sérieusement, le prochain masterclass workshop, c'est pour quand? J'ai pas de date précise là tout de suite, mais clairement j'ai des projets. Alors, à défaut de te donner des dates, je vais te dire quel projet j'ai là tout de suite. Alors j'aimerais bien faire un petit truc sur la sténopée, parce que c'est accessible à tout le monde, hein, c'est un bricolage que tout le monde peut faire. J'ai bien envie de faire un workshop, ou une masterclass, appelez ça comme vous voulez. J'ai bien envie de faire un truc pour les débutants. Il y en a quand même encore beaucoup qui viennent me dire « Ah, la vidéo sur la circumpolaire c'est bien, mais comment je règle mon diaphragme ?» Ouais, donc je me dis qu'il y a des gens qui auraient peut-être encore besoin de voir les bases. Il y a certainement des gens qui
pigent pas exactement le couple diaphragme, focal, etc. Donc ça pourrait être sympa, mais pour ça il me faudrait un truc genre salle de classe avec un tableau pour pouvoir faire des schémas. Donc qui dit une salle dit location, qui dit location dit faut faire payer. Il faudrait que j'essaie de trouver un local gratos, et dans quel cas je ferai certainement ça. Sinon, l'idée c'est de faire des sorties cet été. J'ai très envie de faire quelques sorties pour de l'astrophoto. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui seraient branchés pour faire une circumpolaire ou une photo d'une nébuleuse ou un truc comme ça. Et il n'y a pas besoin de tant de matos que ça. Et je me suis dit finalement, ça pourrait être sympa de faire une sortie lors de la nuit des étoiles. Je me suis dit, par exemple, dans le massif des Vosges, il y a un truc qui s'appelle le Champ du Feu. Je crois que c'est près d'une station de ski. Le ciel là-bas est très bon, très sombre, et tous les passionnés d'astronomie vont là-bas dans la période donc, de la nuit des étoiles. Et donc si on y va à 10 ou 15, on pourrait se retrouver donc, au milieu d'astronomes amateurs, et ce sont des gens qui ne se contentent pas de lorgner dans leurs lunettes, hein, mais qui prennent aussi des photos de ce qu'ils voient. Donc ça serait un bon moyen d'échanger, et puis même ça serait un bon moyen de voir du matos qui sort un petit peu de notre ordinaire. Pour donner un exemple, à Saverne, je crois bien que le club d'astronomie de Saverne a le plus grand télescope amateur de France, ou alors au moins du Grand Est de la France. C'est un truc qui fait, si mes souvenirs sont bons, 2 mètres de focale, hein, et il a un miroir de, je sais plus, 42 cm, un truc comme ça. Donc ça revient à peu près à un 2000 mm f5. Pas mal, hein. Bon. Voilà, donc c'est le genre de sortie qui, je pense, pourrait être intéressante. Là, tout de suite, j'ai rien de programmé, j'ai pas de date fixée et tout, mais clairement l'année dernière, c'était bien parti, donc on va recommencer, quoi. Je voudrais bien un sketch sur le mauvais photographe, genre le mec qui fait son premier contrat et qui se plante sur tout. Ça serait marrant, et en même temps, ça nous permettrait de voir ce qu'il ne faut surtout pas faire. En gros, ça serait drôle et ludique à la fois. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Bon, par contre, ça serait peut-être un peu compliqué à tourner, parce qu'il me faudrait certainement des figurants pour faire les clients, il me faudrait un caméraman si moi je suis devant la caméra, donc ça serait certainement un peu technique, et donc c'est pas le truc que je vais peut-être faire tout de suite. Mais c'est une bonne idée, je garde ça sous le coude et je vais voir si c'est faisable. Je promets rien, mais c'est une bonne idée, je vais garder ça sous la main. Et alors, une dernière, si tu devais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi ? Un ornithorynque. Parce que je suis parfois un peu étrange et les gens se gourrent souvent en écrivant mon nom. Voilà. Bon, jeunes gens, je pense que la vidéo a assez duré, donc on va s'arrêter là pour le moment. Vous avez été beaucoup à poser des questions, et des questions pertinentes, pas tous, mais quand même. Et donc du coup, je referai certainement ça à l'occasion. Donc comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas abonné, le bouton il est là. Rejoignez-moi sur le studio de poche, sur Twitter, et les différents cours photos sont disponibles sur le studiodepoche.fr si vous ne les avez pas tous vus. Quant à moi, je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo dimanche prochain. Je vais essayer de les diffuser tous les dimanches, enfin tous les dimanches, toutes les 2 semaines, je veux dire. J'essaye d'en tourner une en ce moment, une par semaine, hein, donc la prochaine est déjà tournée. J'essaie d'en tourner une par semaine, mais de les diffuser une fois toutes les 2 semaines, parce que je sais qu'à un moment ou un autre, j'arriverai plus à tenir le rythme à cause de mon emploi du temps trop chargé ou je sais pas quoi. Donc comme ça, j'aurai quelques vidéos en avance et je vous laisserai pas en plan pendant 2 mois. Voilà. Donc à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà. Tchuss.